Les électeurs de la Colombie-Britannique sont appelés aux urnes l'automne prochain, soit le 19 octobre 2024. Depuis près de 20 ans, ici, la province tient ses élections à date fixe. Et en prévision de ce scrutin et pour vous permettre de faire un choix éclairé, nous allons recevoir sur une base régulière au Téléjournal l'analyste Nicolas Kenney, qui est professeur à l'Université Simon Fraser. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Julie. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Hein? Ça fait 15 ans maintenant qu'on profite de vos analyses au Téléjournal. C'est toujours un plaisir d'être là, de converser avec vous sur la politique. Et les périodes électorales en Colombie-Britannique, c'est jamais banal. Il y a tellement de rebondissements dans la vie politique. On dit qu'il y a quelque chose dans l'air ou dans l'eau en Colombie-Britannique qui fait que la politique est toujours intéressante. Il n'y a jamais de moment ennuyeux, en fait. Et là, on n'est pas encore en campagne, mais on sent que ça approche, la tension monte et on peut s'attendre à des rebondissements. C'est obligé. Et c'est le but là, de l'exercice ce soir, c'est de mettre la table un peu à quelques mois des élections. C'est quoi le contexte politique actuel? Alors, si on prend vraiment de l'altitude, on monte à 10 000 mètres, on regarde ce qui se passe, on a un gouvernement néo-démocrate majoritaire qui est vraiment bien en selle, qui a été élu dans des conditions. On en parlait à l'instant en ronde. C'était tout un moment en 2017, là, quand ils ont été élus. Il y avait beaucoup d'incertitudes, gouvernement minoritaire. Mais depuis ce temps-là, les néo-démocrates ont vraiment réussi à s'imposer, je dirais, comme le parti du pouvoir en Colombie-Britannique. Ils arrivent quand même à faire pas mal de ponts entre différents groupes, entre le milieu des affaires, le milieu social aussi. Devant eux, ils ont une opposition qui est quand même fracturée. Donc, il y a une sorte de circonstance actuellement où le gouvernement est très populaire, l'opposition est fracturée. Alors, tout porte à croire que ça devrait être facile pour le NPD. Évidemment, on le disait à l'instant, les rebondissements sont nombreux. On ne sait jamais. Arriver. Voilà. Et chez les francophones, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, les francophones et les francophiles qui nous écoutent ce soir. J'aimerais qu'on aille plus en détail dans les forces en présence. Parlons peut-être en commençant de David Eby, le premier ministre, mais depuis peu, hein, il est chef du NPD depuis octobre 2022. Ouais. Et comme leader, est-ce qu'il a su prendre sa place et s'installer, vraiment prendre les rênes? Il s'est imposé très rapidement, je dirais. Il avait des grandes chaussures à chausser en prenant ce poste-là. Il est très actif, il est presque hyperactif. On a vu depuis qu'il est au poste de premier ministre, les annonces qui se succèdent. Il est tout le temps en train d'annoncer une nouvelle politique, une nouvelle initiative du gouvernement. On l'a vu très actif, notamment sur le dossier du logement. Donc, Monsieur Eby, qui parvient à maintenir cette popularité malgré tout. Il a une réputation d'être quelqu'un d'un peu plus activiste, d'être un peu plus les mains dans le cambouis, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a eu un passé de militant. Exactement. Et il semble avoir un peu tenu à l'écart ce côté militant, on va dire, pour essayer de chercher un consensus. Mais vous dites qu'il y avait des chaussures grandes à chausser. Est-ce qu'il a réussi à se démarquer de son prédécesseur, John Horgan? Je crois que ça a été conscient de sa part, cette volonté de se démarquer, de s'afficher comme étant le dirigeant. Si vous voulez, Horgan avait l'habitude de déléguer beaucoup. Il laissait ses ministres avoir une grande marge de manœuvre, alors que M. Eby, on le sent plus présent dans les dossiers. Il avait peu de temps, vous le disiez, ça fait pas très longtemps qu'il est en poste, et il a dit, quand il y aura des élections, il va falloir que l'électorat puisse me juger sur mes accomplissements. Il avait moins de 2 ans pour vraiment réaliser des choses sur lesquelles on pouvait le juger. Et donc, il y est allé très fort, très rapidement. Et face à lui, face à son parti, l'opposition, BC United, mais aux dernières élections qui s'appelait le Parti libéral. Ouais. Rappelez-nous l'ADN oui, c'est ça. Du parti BC United. C'est bon de faire un petit rappel, effectivement, parce que traditionnellement, depuis les années 90, en fait, depuis des années 2000, ce sont les libéraux en Colombie-Britannique. Mais libéraux en Colombie-Britannique, ça ne veut pas dire comme le Parti libéral fédéral, il n'y a aucun lien. C'est une sorte de coalition de centre-droite. Ils aiment s'appeler la coalition de la libre entreprise, par opposition au NPD. Et donc, pour des raisons historiques, ils s'étaient rassemblés sous la bannière libérale. Mais ils s'appellent aujourd'hui BC United. Pourquoi? Parce que le chef actuel, Kevin Falcon, qui est vraiment plus de l'aile droite du parti, je pense qu'il tenait vraiment à changer ce nom. Dans sa tête à lui, dans ce qu'il nous disait, il disait
il y a trop de confusion potentielle avec le Parti libéral. On sait que Justin Trudeau, les libéraux fédéraux n'ont pas la cote en ce moment. Ils voulaient se distancier. Or, le Est-ce parti... qu'il a annulé cette confusion? Le parti avait gagné plusieurs fois sous la bannière libérale. Et aujourd'hui, quand on regarde la position du parti, ça semble être la confusion totale. Ce nom ne colle pas encore. C'est un gros défi pour eux. Et peut-être pas tant d'unité que ça non plus, parce qu'il y a 2 transfuges qui forment maintenant le Parti conservateur. Qui a un parti qui a le statut de parti officiel. Pour la première fois depuis des décennies, en fait, c'est un parti qui était essentiellement dormant. Mais comme la coalition de centre-droite s'était remis ensemble sous le nom libéral à la fin des années 90, M. Rustad, il aimerait faire la même chose aujourd'hui sous le nom conservateur, mais il tire vraiment le BC United vers la droite. Il avance des positions, socialement en particulier, qui sont quand même très, très marquées à droite, notamment sur la question de l'enseignement du SOGI, là, les ressources pour la diversité sexuelle dans les écoles, entre autres la taxe sur le carbone aussi, qui promet d'annuler. Donc, il propose vraiment une alternative très concrète par rapport au NPD. Les défis pour le United, c'est de se situer, de se différencier du NPD, mais pas non plus aller trop loin vers la droite et potentiellement aliéner leur propre électorat historique qui est plutôt de centre-droite. Donc, sur le spectre politique, là, qu'est-ce qui distingue vraiment les valeurs de BC United et du Parti conservateur? Bien, j'ai l'impression que c'est la question du moment. J'ai l'impression que même le BC United ne pourrait pas vraiment répondre à cette question-là, qu'ils cherchent eux-mêmes à définir le terrain sur lequel ils vont jouer. Et c'est pour ça qu'ils semblent plutôt être absents de l'espace public, alors que c'est l'opposition officielle en ce moment. Et donc, je pense que leur principale préoccupation là, d'ici aux élections, ça va être de frapper l'imaginaire de l'électorat, pas juste avec un nouveau nom, un nouveau logo, mais avec un programme qui va permettre de les différencier à la fois du NPD et des conservateurs. Et je peux pas croire qu'on parle du Parti vert en dernière position Ah oui. à la fin de cette entrevue, parce qu'il y a quelques années, le Parti vert jouait un rôle prédominant, il détenait la balance du pouvoir. Quelle est la place dans l'échiquier politique de ce parti maintenant en 2024? Bien, c'est ça, on semble aussi l'oublier. 2017, on le disait, c'est grâce au soutien du Parti vert que le NPD a pu gouverner de manière minoritaire. Ils ont perdu beaucoup de plumes depuis ce moment cet apogée de leur influence. Pourtant, les changements climatiques n'ont jamais été autant à l'ordre du jour. J'ai l'impression que dans l'esprit de bien des électeurs, c'est pas le gouvernement provincial qui va faire quoi que ce soit pour les changements climatiques. Que le gouvernement provincial, on cherche quoi? On cherche des politiques sur le logement, on cherche à contrer l'inabordabilité de la vie, entre autres. Maintenant, évidemment, il y a une discussion. Hein? Il y a une discussion sur les changements climatiques. Et elle le fait très bien. C'est une Furstenau qu'on voit à l'écran présentement, la chef. Elle n'arrive pourtant pas à imposer son message. Et Mme Furstenau qui change de circonscription aussi. Ils sont que 2 actuellement au Parti vert. Est-ce qu'ils seront encore réduits davantage? Ça, on le verra le 19 octobre. Il y aura 6 nouvelles circonscriptions pour un total de 93 lors des prochaines élections. Ça devra faire l'objet d'une prochaine discussion. Nicolas, Certainement. merci beaucoup. Il n'y a pas de Et problème. à très bientôt. Au revoir.